Bonjour Éric Coquerel, merci d'être là, député LFI de Seine-Saint-Denis. On va brosser toute l'actualité, elle est riche, elle est dense en cette semaine. D'abord, ce que l'on appelle depuis hier l'affaire Leget, le mensonge d'un procureur de la République, celui de Nice, pour couvrir un président de la République sur fond de manifestation des Gilets jaunes. Votre réaction ? Déjà, l'affaire, elle a commencé au moment où cette femme militante pacifique, d'attaque, altermondialiste, alors qu'elle était dans un rassemblement où tout montrait que les gens étaient totalement pacifiques, s'est fait frapper. Bon, et que le chef de l'État, tout de suite après, avant même toute intervention de la justice, est expliqué qu'il n'y avait pas de contact. Donc c'est le chef de l'État qui donne le là. Bon. Et le reste, c'est un enchaînement. Il y avait une petite leçon de morale en disant que quand on est âgé, on n'a pas à être dans une manifestation. Et donc, le reste, c'est un enchaînement. C'est-à-dire qu'on se retrouve maintenant avec un procureur qui, pour faire plaisir au chef de l'État, pour ne pas être en contradiction, explique que, oui, il n'y a pas eu de contact. Bon. Alors, ça illustre plusieurs choses. Je crois que c'est Ariel Halimi, l'avocat de Geneviève Leguet, qui expliquait que c'est un symbole de la dépendance malsaine de la justice vis-à-vis du politique, en tout cas des procureurs. Nous, ça fait un bout de temps, malheureusement, qu'on le dénonce. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on est quand même dans un moment de notre histoire où la répression, où l'utilisation de violences policières par le politique pose un vrai problème de manière non proportionnelle et au risque même des manifestants. Bon, Geneviève Leguet, heureusement, j'espère que la justice maintenant va être un peu plus efficace qu'elle ne l'a été. Enfin, c'est quand même sidérant. Moi, je n'hésite pas à parler. Je sais que ça provoque des fois des remous, mais je pense qu'on évolue vers un régime autoritaire, c'est-à-dire un régime qui, à un moment donné, utilise la justice et la police pour se maintenir, y compris avec une vraie enfreinte vis-à-vis des libertés publiques. Je vais laisser la parole à Françoise Degois dans un instant. Alors, ce qu'on a appris aussi, c'est que Mme Leguet allait porter plainte, bien évidemment, mais que sinon, il n'y avait pas de sanctions prévues contre le procureur de la République. Alors, juste une chose comme ça, c'est que excusez-moi François, mais juste une chose, je suis très étonné quand même que la ministre de la Justice, là, n'ait rien à dire. Elle n'a absolument rien à dire. Si, elle s'est exprimée sous votre contrôle, Françoise. Elle a dit qu'il n'y a pas de commentaire. Voilà, et elle a dit surtout qu'il y avait bien une séparation des pouvoirs entre... Vous parlez d'une séparation des pouvoirs. On sait que les instructions maintenant, les instructions particulières sont interdites pour le parquet. Vous, revenons là-dessus, sur cette question du procureur. Le Monde nous apprend, parce que c'est le Monde qui révèle cette affaire, il faut quand même rendre justice au Monde, dit pas de sanctions. Vous, aujourd'hui, officiellement, vous demandez que ce procureur soit sanctionné. Oui, non, mais il faut le dire clairement, parce que on a le sentiment qu'on est dans un... Mais quelque part, dans toute cette histoire, c'est toute la chaîne de commandement qui, depuis le départ, devrait être sanctionnée. Si je peux revenir. On avait demandé que Castaner démissionne, pas seulement sur l'affaire Geneviève Leguet, mais sur une accumulation de violences qu'il a cautionnées. Bon, et quand je dis qu'il a cautionné, ça veut dire que j'estime qu'il est beaucoup plus responsable, lui, que les policiers sur le terrain, d'accord ? Parce que vous légitimez, à un moment donné, une surutilisation d'une violence policière. Mais sur la sanction du procureur de Nice, maintenant, après, au niveau de la justice, c'est pas assez acceptable qu'un procureur explique qu'il dit n'importe quoi, qu'il a menti pour faire plaisir au chef de l'État. Enfin, dans quel monde sommes-nous ? Vous voyez bien la dérive qu'il peut y avoir. Et on pourra dire une chose, c'est que ça nous donne, nous, raison quand nous estimons, par exemple, que les perquisitions dont nous avons été victimes, je parle de France Insoumise, il y a plusieurs mois de ça, complètement disproportionnées par rapport aux affaires qui étaient sur la table, que nous nions par ailleurs, là aussi, il y avait un lien entre la justice et le politique qui ne va pas. Oui, Éric Coquerel, ce qui est disproportionné, là, puisque vous faites le lien, je ne suis pas sûr qu'il faille le faire, mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut le faire. Vous assumez. Il y avait aussi une réaction disproportionnée de Jean-Luc Mélenchon qui lui a coûté beaucoup dans l'opinion. Vous confondez la cause et les faits. La cause, c'est le fait que 100 policiers aient été convoqués pour les perquisitionner, le principal parti d'opposition. Les faits, à mon avis, n'a guère d'importance par rapport à ce qui s'est passé. Et on attendait que d'autres gens réagissent. Les mêmes, par exemple, qui avaient réagi quand Mediapart s'est fait perquisitionner. Oui, mais ça vous a coûté très cher dans l'opinion, et particulièrement à Jean-Luc Mélenchon. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, je vous parle de mon inquiétude sur le fait qu'on a un pouvoir aujourd'hui qui utilise la justice et la police pour, j'allais dire, limiter les oppositions, qu'elles soient sociales, politiques ou ce que vous voulez. Et c'est en train de s'accumuler de manière dangereuse pour la démocratie et l'état de droit. Est-ce qu'à votre sens, ce qui s'est passé, ce mensonge avoué devant des enquêteurs, puisqu'on a appris ça parce qu'il y avait une enquête sur cette affaire, est-ce que ça rejaillit sur l'ensemble des procédures aujourd'hui qui sont en marge des manifestations des Gilets jaunes et pas que, sur le ministre de l'Intérieur, sur les enquêtes de l'IGPN et sur ce terrible fait divers à Nantes, la disparition d'un jeune homme
dont on ignore où se trouve le corps. Votre question, vos réponses. C'est-à-dire que oui, bien évidemment, ça discrédite. Enfin, vous vous rendez compte qu'on est, on est dans un moment où on a eu une accumulation. Par exemple, les gardes à vue aujourd'hui. Une garde à vue, c'est une sanction, c'est une procédure administrative qui est quand même importante. Vous gardez 24 heures, 48 heures. Bon, là maintenant, c'est distribué. C'est distribué comme ça. L'autre jour, c'était des gilets jaunes, Jérôme Rodriguez et ses amis qui sont arrêtés sans avoir rien fait, qui sont mis en garde à vue le 14 juillet. C'était le matin, il n'y avait pas eu de. Potentiellement, il y avait du trouble à l'ordre public. Je dis bien potentiellement. Alors donc potentiellement, vous avez un trouble à l'ordre public, vous mettez des gens en garde à vue. Enfin, moi, je mets personne en garde à vue. Ça devient. Oui, je vous explique ce qui je parle de pouvoir politique. Bon, on se retrouve. L'autre fois, c'était un syndicaliste qui rentre, Gaël qui rentre de Sud PTT, pareil, qui se retrouve en garde à vue tout d'un coup. Et ça se multiplie. Des blessures qui ont été très graves. Et le Steve aussi. Enfin, c'est un vrai problème. On a des réponses à chaque fois du ministère de l'Intérieur qui ne sont pas admissibles. Bon, c'est pour ça que s'il y a bien un ministre qui aurait dû démissionner de ce gouvernement depuis des mois, d'accord, c'est M. Castaner. Est-ce que vous avez le sentiment, c'est vrai que quand on regarde les 6 mois des Gilets jaunes, le bilan est assez effrayant. Il y a 2500 manifestants blessés, mais il y a 1800 policiers également blessés. Vous avez 24 personnes qui sont éborgnées, 9 qui ont perdu la main. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut qu'il y ait une explication politique? On a le sentiment que ça traîne, mais qu'il y ait une explication politique et sur le maintien de l'ordre, quelque chose qui soit dit, parce qu'on reste quand même dans le non-dit aujourd'hui. Oui. Avant de parler de sanctions, de démission de Castaner, on peut toujours la demander, c'est pas le sujet. Une explication, droit dans les yeux. Oui. L'explication, c'est que vous n'utilisez pas la police comme dernier garde-fou de votre politique. C'est ce qui s'est passé pendant des mois. Voilà. Ils ont, quand je dis ils, c'est le gouvernement, à compter sur la police pour essayer de limiter ce que faisaient les Gilets jaunes, les mobilisations, et ont laissé quelque part aux plus radicaux, on va dire, parce qu'il y a des gens, dans la police, il y a quelques personnes voilà, qui à certains moments, peuvent soit des fois par fatigue, par accumulation de fatigue, soit par volonté, procéder à des violences qui ne sont pas admissibles. Un gouvernement, normalement, dans ces cas-là, intervient pour dire nous n'admettons pas que dans l'état de droit, ça soit fait. Ça a été l'inverse. Ils ont cautionné. À partir de là, le message est terrible. Bon. Or, les policiers sont, je finis là-dessus, mais les policiers sont un corps de fonctionnaires bien spécial. Ils ont le droit d'utiliser une violence. La violence légale, bien sûr. Ils peuvent même, en légitime défense, sortir une arme. Vous vous rendez compte? À partir de là, un pouvoir politique doit effectivement envoyer des consignes claires. Et les consignes, ça a été l'inverse. Ça a été, en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez. Éric Coquerel, je ne vous ai pas entendu, on ne vous a pas entendu, mais c'est l'occasion de nous parler d'un homme blanchi, je cite, lavé de tout soupçon, dans un 20h, et qui, à la fin de l'interview, laisse entendre que oui, pourquoi pas, si on lui demande, il reviendrait bien au gouvernement. Oui, et donc donc je ne sais pas, cet homme qui vient lavé de tout soupçon et blanchi, dit-il, après une enquête de Mediapart, ça vous a surpris? C'est-à-dire que moi, je n'ai pas entendu que Mediapart ait demandé sa démission. J'ai vu que Mediapart avait mis des faits. D'accord. Bon, les faits, moi, à l'époque, vous remarquerez, pas plus que mes camarades, nous n'avons pas demandé la démission de François de Rugy sur ces faits. D'accord. Nous avons dit que si jamais il devait y avoir démission de François de Rugy, ça serait sur son contenu politique qui est catastrophique, puisque quelques jours avant qu'il ait démissionné, c'était quelques jours, par exemple, avant le passage du CETA, dont j'espère qu'on parlera tout à l'heure, qu'on parlera de la canicule. Donc il y a une politique qui ne va pas, et c'est là-dessus que la démission aurait dû être exigée. Pour le reste, la deuxième chose que nous disons, c'est que les dépenses, parce qu'il y a quand même eu des repas qui étaient fastueux, qu'ils soient légaux ou pas, ils sont fastueux. Ce qui ne va pas, mais pas plus que d'ailleurs, ce qui ne va chez le chef de l'État quand il décide 34 000 € pour refaire la piscine de Brégançon, 500 000 € pour la moquette de l'Élysée, ou encore 10 millions d'euros de dépassement du budget de l'Élysée, qui n'a pas fait une ligne, j'ai l'impression, à la presse, ou très peu. Bon, ce qui ne va pas, c'est que vous ne pouvez pas imposer des politiques d'austérité aux gens, leur demander des efforts, et à un moment donné, ne pas tenir compte de ça dans la manière dont vous utilisez l'argent, même si cette utilisation est légale. D'accord ? Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que ça sert aussi de leçon politique. Et que, au-delà d'être blanchi ou pas blanchi, j'aimerais bien que des ministres tiennent compte à un moment donné. C'est ce qu'il dit. Il reste quand même un certain nombre de questions. Et avant tout, le président de la République. Parce qu'encore une fois, à côté de Rugy, c'est rien. Je veux dire, la manière dont le président de la République, aujourd'hui, à certains moments, utilise des fonds de l'État, que ce soit légal ou pas, c'est peut-être légal de refaire une piscine à Brégançon, après tout. Enfin, est-ce qu'on pense vraiment que c'est vraiment l'urgence quand vous demandez des efforts aux Français? C'est ça qui, moi, je trouve, ne va pas dans la manière de gouverner ce pays. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un gouvernement qui fait la politique des riches et qui, à certains moments,
se comportent comme des riches. Voilà, c'est à peu près ça le symbole. Mais au-delà de ça, ce n'était pas sur cette question que nous avions demandé de la démission de M. de Rugy. Donc, est-ce qu'il pourrait être amené au gouvernement? J'allais dire que ça, c'est l'affaire de l'exécutif. Le CETA qui a été... Le problème, ça sera la même politique, c'est ça le problème. Le CETA qui a été voté donc avant-hier par la représentation populaire après avoir été longuement détaillé, pesé, négocié. Est-ce que vous n'y voyez pas quand même, sur ces traités de libre-échange, une chance, un vecteur éventuellement de prospérité, d'échange, une chance pour des entreprises de conquérir des marchés, au-delà de vos réserves sur l'écologie? Non, mais vous ne pouvez pas dire au-delà de nos réserves sur l'écologie. Je suppose que moi, vous avez mal dormi cette nuit, non? Je ne sais pas. Bon. Oui, bien sûr. Mal, en effet. On voit bien que le changement climatique, c'est pas dans quelques années, il est là maintenant, d'accord? Et on sait que si on n'arrive pas à limiter le CO2, ça va devenir quelque chose d'absolument incontrôlable, avec même un risque pour l'espèce humaine. C'est ça qui est en jeu. Bon, à partir de là, vous ne pouvez pas dire, au-delà du côté de l'écologie, ça devrait être central. Et du fait que c'est central, eh bien, nous n'avons plus la possibilité de dire il faut développer le commerce, quel que soit après le coût carbone du transport aérien, transport en bateau pour ramener des marchandises que vous êtes capable par ailleurs de produire dans votre pays, eh bien, il faut l'amener tout simplement parce que... sur le principe général des traités de libre-échange. Voilà. Vous contestez en général bien ou pas? sûr, oui. Bien sûr. Il y a l'aspect du CETA. Tiens, ça a été dit, il y a des articles qui sont sortis dans l'excellent journal montrant que, effectivement, contrairement à ce qui a été dit, par exemple, la farine animale va pouvoir être utilisée. Oui, enfin, c'est... Non, précision. Il y a un certain nombre de mesures. Mais moi, ce que je conteste le plus... Précision sur la farine animale, produite avec du sang et de la gélatine. Mais c'est ça le biais, en fait. C'est là-dessus que l'État français... J'ai même pas envie de m'embarquer là-dessus. Si, il faut préciser. Si, Éric Coquerel. Si vous voulez, mais ce que je voulais, c'est que les accords de libre-échange eux-mêmes, qui, comme leur nom l'indique, sont des accords qui permettent, j'allais dire, d'abaisser les barrières douanières et de développer le commerce international, sont mauvais. Nous n'avons plus le luxe de nous les permettre. On n'en fait plus? Non, on fait des accords commerciaux, bilatéraux, par exemple, qui permettent, parce que bon, les échanges vont toujours exister, qui permettent que vous importiez des produits que vous ne fabriquez pas chez vous, vous ne produisez pas chez vous. Et c'est comme ça qu'il faut revenir avec un cercle vertueux, des circuits courts, une souveraineté alimentaire, le moins possible de déplacements, surtout qu'en réalité, c'est au service d'une politique qui vise à toujours abaisser le prix du travail, le prix des marchandises. Donc c'est un moins-disant social et écologique. Et dernière chose sur le CETA, l'étude la plus positive, optimiste pour le CETA, c'est-à-dire qui pense que le cadre, ça va être le respect des accords de Paris. On sait que ce ne sera déjà pas le cas. Pense que c'est 3 millions d'émissions de gaz à effet de serre, de carbone qui va être émis en plus dans l'atmosphère. On ne peut pas se le permettre. Il faudrait baisser de 40%. Donc la question, ce n'est pas de faire un peu plus d'augmentation. Le problème, c'est de baisser. Sinon, on va y laisser notre peau. C'est ça aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une urgence telle qu'un accord comme le CETA n'est pas supportable. Éric Coquerel, on revient justement par les CETA PMA dans un instant. Regardez quand même cette image, puisque nous sommes en direct. Il s'agit de Francky Zapata qui est sur sa plateforme. Il s'équipe, dernier préparatif de son flyboard avant la traversée de la Manche que l'on va suivre en direct. Un petit commentaire sur cet exploit. C'est une façon de se déplacer autrement. Oui, j'espère qu'on va pouvoir dire Viva Zapata tout à l'heure. Ah, pas mal. Elle est bien. En même temps, elle est bien. C'était maintenant ou jamais. De toute façon, qu'il fallait la faire. Voilà. Et non, j'ai observé que j'ai été assez impressionné par cette histoire parce que quand je l'ai vu le jour du 14 juillet, je pensais que l'État était derrière, etc. Mais non, c'est quelqu'un tout seul. Oui, tout seul. C'est magnifique, c'est une réussite. Voilà, une réussite exemplaire. Qui est en train d'inventer des choses. Mais pour tout dire, parce que pour tout dire, il a quand même derrière tout ça un petit chantage parce que la France n'y croyait absolument pas. Il a dit puisque vous y croyez pas, je vais partir aux États-Unis. Là, on l'a dit oh là là, il faudra peut-être qu'on le retienne quand même. Et qu'il a eu les pires difficultés à avoir les autorisations préfectorales pour faire ce vol d'aujourd'hui et que c'est un peu grâce à cette prestation du 14 juillet qu'il a pu le faire. Françoise, on vous a Oui, j'aime cet exemple de réussite personnelle sur sa détermination. Une question sur la PMA. Vous pensez, vous, que contrairement... on vous entend pas trop, la France Insoumise, sur ces questions sociétales, parce que vous pensez que... Vous avez peur que ces questions sociétales, finalement, masquent le combat social? Vous êtes pour la PMA? On a 100% défendu, pour, bien sûr. Sans aucun problème. Oui, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que la PMA, c'est finalement le cheval de Troie de la GPA? Non, je ne crois pas. Non, il faut justement être très limite. Nous avons une vision critique de GPA dans la peur de la marchandisation
des corps, c'est ça qui fait la limite. Mais la PMA, non. Le débat est bien mené selon vous? On le mène avec suffisamment de prudence? Et a priori, alors il faut attendre, mais y compris en termes de remboursement sécu, le fait que ça soit bien étendu pour toutes les femmes. Mais là, ce que prépare le gouvernement a l'air, je dis bien, assez positif. Un bon point d'Éric Coquerel sur le gouvernement, c'est bien. On peut le dire. Ah oui. Donc, il peut y avoir un autre petit... Il y aura peut-être un deuxième bon point. Est-ce que vous approuvez donc la décision du gouvernement de finalement renoncer à la suppression de 120 000 fonctionnaires sur le quinquennat? Confirmation par Gérald Darmanin, des craintes quelque part du président de la République lors de sa conférence de presse. On sanctuarise l'éducation nationale, on consolide évidemment tout ce qui concerne la sécurité, bien entendu. Vous dites bravo le gouvernement? Non, parce qu'en même temps, ils viennent de passer une loi sur la fonction publique. Avant-hier, va quand même permettre de licencier, supprimer des postes de fonctionnaires. Permettre des mutations. Je pense qu'aujourd'hui, y compris sur la question écologique, on a supprimé 24 000 fonctionnaires au ministère de l'Environnement. Vous vous rendez compte? En disant, s'il y a bien un ministère, on ne devrait pas le faire, il y en a 24 000 en moins. Et en plus de ça, qui va développer la contractualisation. C'est-à-dire, en réalité, la fin de la fonction publique. Les 120 000 fonctionnaires. Non, je ne vais pas les applaudir sur le fait qu'ils vont peut-être faire un peu moins pire que ce qu'ils avaient annoncé. On va trouver de l'argent quand même pour combler le déficit. Éric Coquerel, est-ce que vous... Des pistes pour trouver de l'argent. SNCF, CICE qui ne sert à rien, 20 milliards par an. Éric Coquerel, on annonce une rentrée difficile, même si on a quand même le sentiment qu'une sorte de fatalisme s'est installé, que les Français sont prêts à accepter les modifications de la retraite. Est-ce que vous croyez, vous, que ce feu social couve sous la cendre? Et est-ce que vous pensez que vous avez encore la capacité, partis politiques et syndicalistes, à entraîner, si vous voulez, une véritable opposition, un véritable rapport de force? Écoutez, je l'espère, mais vous remarquerez que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Comment vous l'expliquez, ça? C'est l'opinion? C'est votre propre défaillance? Parce que le monde du salariat a été déstabilisé depuis des années par une plus grande précarité. Vous savez, 80% des emplois sont en CDD. Donc, ça fragilise les syndicats. Le plus grand recours en Europe de la France, c'est la France qui recourt le plus aux CDD. Donc, ça fragilise les syndicats. Et ce qui fait que les formes de mobilisation, même si la grève reste une arme fatale, dans tous les mouvements que je suis attentivement, comme vous le savez, je suis sur beaucoup de mouvements sociaux, en général, gagnent parce qu'il y a une grève très longue de gens qui sont déterminés. Je pense notamment aux femmes qui travaillent dans les hôtels aujourd'hui. Il y a plusieurs luttes. En général, elles gagnent. Bon. Mais sinon, on sait que d'un point de vue macro, des luttes sociales contre des grandes réformes, c'est plus dur. Et c'est parti par les Gilets jaunes. Alors maintenant, est-ce que par quel biais la mobilisation sociale pourrait repartir? Va-t-elle repartir? Moi, j'ai du mal à lire dans le thermomètre social. Mais ce que j'observe, c'est que le gouvernement a un peu peur quand même. Parce que, mine de rien, la réforme sur les retraites... Elle a bougé. Il est en train de la reculer. Il dit que ça va être 2025. Donc, manifestement, ils ne sont pas très rassurés. Et à mon avis, ils ont raison de l'être. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été avec nous,